Donc on va changer un petit peu de sujet, mais je vais vous parler d'escalade et de désescalade thérapeutique dans les tumeurs RH+, donc du traitement anti-hormonal, d'abord en néoadjuvant, puis en adjuvant et enfin dans les phases métastatiques. Donc tout d'abord en néoadjuvant, à qui proposer une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire passer de la chimiothérapie à un traitement anti-hormonal. Principalement aux patientes qui ont un Ki-67 faible. On sait que plus il est faible, on sait s'il est faible, la chimiothérapie ne fera pas mieux, voire moins bien qu'un traitement anti-hormonal. Donc principalement les tumeurs luminales A. Pourquoi? Je vous présente les résultats d'une étude qui s'appelle SPRING, qui est une méta-analyse qui a poolé les résultats de 20 études avec à peu près 3500 patientes. En termes de réponse clinique, de réponse pathologique complète et en termes de conservation mammaire, l'hormonothérapie fait aussi bien que la chimiothérapie avec un profil de toxicité qu'on sait bien meilleur pour le traitement anti-hormonal, avec même une tendance à une augmentation de la conservation mammaire qu'on peut voir sur la courbe du bas en faveur du traitement anti-hormonal. Les taux de réponse pathologique complète sont faibles, inférieurs à 10%, identiques au cas de chimiothérapie ou traitement anti-hormonal et faiblement corrélés au pronostic. Quel type de traitement anti-hormonal utiliser? Toujours dans cette même étude, on a comparé un inhibiteur de l'aromatase avec le tamoxifène. Là, cette fois-ci, les résultats sont très en faveur du traitement par anti-aromatase, que ce soit en termes de réponse clinique, de réponse radiologique et en termes de conservation mammaire. Enfin, comment prescrire en pratique ce traitement anti-hormonal néoadjuvant? Tout d'abord, il faut réévaluer à 15 jours, un mois, la tolérance de la patiente au traitement, puisque ce n'est pas une chimiothérapie qu'on suivra toutes les 3 semaines en hôpital de jour, et on connaît l'importance de la compliance au traitement néoadjuvant. Ensuite, la biopsie à la recherche de la décroissance du Ki-67 est possible, mais en pratique très peu réalisée, puisque compliquée, et puis pas forcément nécessaire, mais une réévaluation clinico-radiologique à 3 mois est primordiale. Si on répond, on peut continuer, et puis on peut se laisser jusqu'à max 6 mois pour obtenir une réponse selon les recommandations de Saint-Gallen, avec un traitement d'au moins 16 semaines, et puis une durée optimale de traitement entre 9 et 12 mois. Quelles options sont possibles? Le fulvestrant qui peut augmenter la compliance. Il y a très peu de données sur le fulvestrant dans la littérature, mais si on extrapole les données qu'on connaît des études Falcon dans les phases métastatiques, on sait que le fulvestrant peut faire aussi bien chez des patients qui n'ont jamais été traités par un traitement anti-hormonal, à la dose de 500 mg qui est supérieure à la dose de 250 mg en termes de réponse objective, et donc on voit que le fulvestrant est égal à l'anastrozole en taux de réponse. Enfin, chez les patientes non ménopausées, très peu d'expérience dans la littérature. Il y a l'étude STAGE qui est une étude japonaise qui a étudié l'agocéréline plus un inhibiteur d'aromatase par rapport à l'agocéréline et le tamoxifène et qui montre un bénéfice en réponse clinique et échographique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'étude randomisée qui évalue un traitement hormonal néoadjuvant par rapport à un traitement anti-hormonal adjuvant. Quelle perspective est-ce qu'on peut avoir en termes de traitement néoadjuvant? L'adjonction de thérapie ciblée contre les voies de signalisation moléculaire. Pour le moment, il n'y a pas de bénéfice clinique selon les premières impressions. Les inhibiteurs de CDK4 et 6 entraîneraient une diminution du Ki-67 précoce et profond, notamment avec l'avelumab sur des études présentées à San Antonio. Et puis pour les immunothérapies, les explorations sont en cours. Ensuite, en termes de traitement adjuvant, deux perspectives d'escalade thérapeutique. Tout d'abord, la suppression ovarienne complète. Pour quel type de patient? Toutes les études sont négatives dans les résultats principaux, mais si on regarde les études en sous-groupe, on voit qu'il y aurait un bénéfice chez certaines patientes post-chimiothérapie adjuvante, chez des patientes qui ont des facteurs de récidive élevés et qui sont jeunes, à moins de 35 ans. Ça, c'est les recommandations de l'ASCO 2016. Quelle molécule utiliser? Il y a les études soft et text qui sont en faveur d'un agoniste de la LHRH associé à un anti-aromatase, qui montre une réduction du risque relatif de récidive de 28% par rapport au tamoxifène.
Cependant, il y a une étude de la BCSG12 qui sont montré un désavantage de l'inhibiteur d'aromatase par rapport au tamoxifène en termes de survie globale, mais c'est des données à prendre avec attention parce que la durée de l'anti-aromatase est seulement à 3 ans et le follow-up est court. Combien de temps poursuivre la suppression ovarienne? Entre 2 à 5 ans, en faisant bien attention à la tolérance, puisqu'il faut aussi prendre en compte la qualité de vie des patientes et qu'une suppression ovarienne, ce n'est pas anodin chez une patiente, surtout quand elles sont jeunes. En ce qui concerne les durées d'hormonothérapie, pour reprendre le contexte dans lequel 3 nouvelles études ont été présentées à San Antonio, et les études Atlas et Atom qui retrouvent un bénéfice du tamoxifène 10 ans par rapport à 5 ans sur la survie sans maladie et la survie globale au-delà de 10 ans, donc chez les femmes préménopausées de haut risque, avec un bénéfice qui était modéré de l'ordre de 2-3% et tardif. Et puis l'étude MA17R qui était plutôt en faveur de l'anti-aromatase à poursuivre avec une réduction de l'ordre de 30% de la survie sans maladie après prolongation par 5 ans d'anti-aromatase ou de tamoxifène. Avec cependant ce risque osseux d'ostéoporose et de fracture qui n'était pas anodin. Les 3 études qui ont été présentées à San Antonio, donc il y a l'étude DATA qui a étudié le tamoxifène, qui a étudié l'extension par de l'anastrozole après du tamoxifène pendant 2 ou 3 ans, avec de l'anastrozole poursuivi 6 ans ou 3 ans. L'étude idéale qui, après du tamoxifène ou un inhibiteur d'aromatase pendant 5 ans, a étudié la reprise du létrozole pendant 5 ans ou 2,5 ans. Et enfin l'étude NASABP-B42 qui est plus conforme à ce qu'on a l'habitude de faire, qui a étudié la poursuite par un traitement par létrozole pendant 5 ans après du tamoxifène ou un inhibiteur d'aromatase pendant 5 ans. Donc les 3 études sont négatives, mais il faut se pencher sur quelques points avant de les mettre de côté. La première chose, c'est que le suivi dans ces études était modéré entre 3 et 7 ans après la fin de l'hormonothérapie, alors que souvent les bénéfices sont majorés après un suivi prolongé, et on sait que les tumeurs avec des récepteurs hormonopositifs ont des récidives plus tardives que dans les tumeurs RE-. Ensuite, si les études en sous-groupe étaient positives en cas de facteurs de mauvais pronostic, surtout la NACBP-B42, quand les patientes avaient un âge jeune et avec une forte positivité des récepteurs hormonaux. Et enfin, il y avait un fort pourcentage, près de 60% de patientes N0 qui étaient incluses, qui pouvaient entraîner un manque de puissance de l'étude. Par ailleurs, il faut de nouveau faire attention à la compliance, puisque la poursuite 10 ans d'un traitement anti-hormonal, c'est pas non plus anodin, surtout quand les patientes sont jeunes, de nouveau. Et enfin, comme perspective, on se pose, comme le disait Raphaël, se poser la question d'intérêt des signatures moléculaires, mais donc ce sera à valider par la suite. Enfin, dans les phases métastatiques, donc je vous rappelle sur cette diapositive les définitions sur l'hormonorésistance primaire, secondaire et l'hormonosensibilité. Donc l'hormonorésistance primaire, c'est une rechute dans les 2 premières années du traitement anti-hormonal adjuvant ou dans les 6 mois après une première ligne métastatique. L'hormonorésistance secondaire, c'est entre les 2 premières années du traitement adjuvant et après 1 an de l'année qui suit son arrêt, ou dans les plus de 6 mois après la première ligne métastatique. Et enfin, l'hormonosensibilité, c'est donc une rechute plus d'1 an après la fin du traitement anti-hormonal. Les mécanismes de résistance au traitement anti-hormonal, on commence à les connaître de mieux en mieux. Il y a de l'implication de la voie de l'EGFR, de la voie PI3-kinase AKT-mTOR, des CDK1 et puis les mutations du récepteur ESR1. J'ai résumé donc dans 2 tableaux. Pour la phase d'abord hormonosensible, les principales études avec leurs principaux résultats. Je ne vais pas présenter toutes les courbes qu'on commence à bien connaître. Donc, en cas d'hormonosensibilité, il y a l'étude Falcon qui étudie la place du fulvestrant par rapport à l'anastrozole. Et donc, il retrouve un bénéfice en PFS de 7,6 mois versus 13,8 mois avec un hazard ratio à 0,79 et un petit p significatif avec un bénéfice surtout en l'absence de maladie viscérale. Voilà. Et puis pour l'étude Paloma 2 et Mona Lisa 2, qui sont 2 études jumelles qui étudient donc les inhibiteurs de CDK4 et 6, le palbociclib et le ribociclib, associés au létrozole en première ligne métastatique comparé au placebo, on retrouve un gain majeur en PFS avec un doublement de la PFS de 24,8 mois versus 14,5 mois pour Paloma 2, un hasard ratio très significatif
un ratio à 0,58 avec un petit p très significatif, et avec des effets secondaires tout à fait tolérables, surtout une neutropénie qui est souvent très rapidement réversible à l'arrêt du traitement, et très peu compliquée de neutropénie fébrile. Enfin, dans les phases hormono-résistantes, avec une hormone résistance primaire qui touche 20 à 25% des patients, il y a l'étude Bolero 2 qui étudie la place de l'éverolimus associée à l'exémestane, et puis l'étude Paloma 3 qui étudie le palbociclib, cette fois-ci associé au fulvestrant, qui retrouve des gains en PFS. Pour Bolero 2, 6,9 mois versus 2,8 mois avec un hazard ratio à 0,38. Et puis des données en survie globale qui sont non significatives. Et puis pour Paloma 3, un hazard ratio à 9,5 mois versus 4,6 mois, avec un hazard ratio à 0,46. Donc si on résume les possibilités thérapeutiques, une fois que toutes ces nouvelles molécules auront leur autorisation mise sur le marché et des possibilités de prescription dès la première ligne, en cas d'hormonosensibilité, on pourra donc associer un anti-aromatase avec un inhibiteur de CDK4 et 6, palbociclib ou ribociclib, sans oublier le fulvestrant qui peut aussi avoir une place en première ligne suite à l'étude Falcon. Et puis concernant la résistance aux anti-aromatases, deux possibilités, sachant qu'il n'y a pas d'études de stratégie pour le moment qui ont été réalisées, soit exémestane plus everolimus, soit le fulvestrant et le palbociclib, et puis après progression sous l'une de ces lignes, la possibilité de passer à la deuxième. Bien sûr, en cas de crise viscérale, la chimiothérapie première reste nécessaire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Tout le monde est convaincu par l'intérêt de la déprivation oestrogénique optimale chez la femme non ménopausée avant la ménopause. Bof. Le chirurgien dit bof. Il y a un problème de tolérance. Comment faire? Il y a deux problèmes. Il y a un problème de tolérance, mais il y a un problème de validité de l'étude. L'objectif de l'étude, au départ, c'était comparer le tamoxifène plus castration versus tamoxifène. Et ça sort pas. Et ce qui sort, c'est quand on a poolé les deux études et qu'on a comparé tamoxifène à castration plus inhibiteur d'aromatase. En fait, le principal message, à mon sens, que vous devez retenir, mais également pour le traitement prolongé, ne bénéficient d'un traitement anti-hormonal optimal que les patients qui sont hormonosensibles. Si elle a 35 ans, qu'elle a une tumeur très agressive, mais qu'elle a 10% de récepteurs aux oestrogènes, je ne pense vraiment pas que de rajouter un agoniste de l'ALHRH va changer grand-chose. Pareil, si au bout de 5 ans, elle a, sur la tumeur initiale, 10% de récepteurs aux oestrogènes, je ne suis pas sûr que de continuer un traitement anti-hormonal au-delà de 5 ans va changer grand-chose. Si en revanche, pour les traitements prolongés, et ça dans toutes les signatures, si vous regardez ce qui ressort, il sort, et ça a été regardé aussi, et là c'est pas par rapport à des liens ou des conflits d'intérêts, ça a aussi été regardé sur Oncotech, une publication très belle qui est faite par Norman Lidmark et les gens du LSAVP, c'est sur l'intérêt de la signature sur le traitement prolongé anti-hormonal au-delà de 5 ans. S'il regarde le taux d'expression du récepteur aux oestrogènes, et en fait, et à la progestérone aussi. D'ailleurs, ça sort pour les deux, même un peu plus pour la progestérone. Et vous savez que quand les RP sont élevés et que vous avez des élevés, c'est un bon témoin de l'hormonodépendance de la tumeur et potentiellement donc de l'hormonosensibilité. Donc si vous avez une maladie grave, on ne regarde même pas les signatures. La taille, le grade, le degré d'envahissement ganglionnaire. Et qu'en plus de cette gravité, il y a des stigmates d'hormonosensibilité, des récepteurs très élevés, ça vaut probablement le coup d'essayer de bloquer au mieux la voie oestrogénique. Par contre, si vous avez une maladie grave mais pas très hormonosensible, je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Et si vous avez une maladie très hormonosensible mais pas très grave, la probabilité que vous ayez une rechute tardive n'est pas très élevée. Peut-être que se pose là la question de est-ce qu'il y a un intérêt dans la rechute précoce de faire une déprivation optimale. Donc c'est un peu plus subtil, mais ça, vous allez le chercher dans le New England, dans les annexes. Vous verrez que si vous regardez soft et texte, vous avez des tableaux qui vous expliquent
Quelle population bénéficie le plus? Oui, c'est effectivement les femmes plutôt jeunes qui ont toute une chimiothérapie, mais à l'intérieur, c'est celles qui ont plutôt des récepteurs élevés par rapport à celles qui ont des récepteurs bas. Donc l'hormonodépendance est importante. Et un deuxième commentaire, c'est que la définition de l'hormonorésistance primaire, secondaire, etc., c'est une validation dans une cabine téléphonique qui était un peu grande, hein, c'était l'ABC. On était 50 sur l'estrade en gros et on s'est mis d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste validé rétrospectivement les critères d'inclusion de l'étude Bolero, rien de plus. Ça repose sur aucun stigmate biologique. Et si vous réfléchissez un tout petit peu, ne serait-ce qu'en voyant les patientes en consultation, vous avez fait 5 ans d'inhibiteur de l'aromatase, vous arrêtez le traitement par inhibiteur de l'aromatase, parce qu'à l'époque vous aviez décidé d'arrêter le traitement par inhibiteur de l'aromatase, et à 5 ans et 10 mois, vous la revoyez en consultation, et elle a une reprise évolutive métastatique. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est pas parce qu'on a arrêté l'inhibiteur de l'aromatase, docteur? Donc c'est pas de l'hormonorésistance qu'elle demande, qu'elle essaie de vous faire percevoir comme concept. C'est de l'hormonodépendance, entre guillemets. Donc vous voyez que la notion de résistance primaire, de résistance secondaire, elle est totalement biaisée par nos critères de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, un peu comme ce que disait tout à l'heure Rémi dans le continuum. Et c'est même pire puisque en métastatique, si vous regardez, vous ne pouvez pas avoir d'hormonosensibilité tout court. Parce que si tu remets le tableau, tu mets la définition, voilà. L'hormonosensibilité, ça ne peut être que la rechute plus d'1 an après la fin de l'hormonothérapie adjuvante. Mais une dame, et on en a tous hein, dans notre pratique quotidienne, qui vient vous voir avec des métastases pulmonaires, moi j'en ai une comme ça qui est venue me voir avec des métastases pulmonaires, a lâché le ballon et un porte-à-4. Le chirurgien pensait bien faire, il lui a mis un porte-à-4 d'emblée. Et là pendant 10 ans, elle a bouffé les inhibiteurs de l'aromatase. Et est-ce que tu as fait Elle était en situation métastatique. Hein. Je la mets où? En hormonorésistance secondaire, quand au bout de 10 ans elle a progressé? Ou je la mets quand même en hormonosensible parce que pendant 10 ans elle a une maladie contrôlée? Est-ce que tu as fait retirer le porte-à-4? J'ai pas fait retirer le porte-à-4 parce que tu t'es dit qu'elle allait échapper à l'hormono. Non, parce qu'elle s'occupait de sa petite sœur qui était trisomique et qu'elle m'a dit écoutez, j'ai pas le temps avec vos conneries. Ça prend 5 minutes. Non, mais je te dis, franchement, c'est comme ça. Et le jour où elle a progressé et qu'on a décidé de passer à une chimiothérapie, elle m'a dit je n'aurai pas le temps de faire de la chimiothérapie, je vais m'occuper de ma sœur. Et elle est décédée quelques mois après le décès de sa sœur. C'est triste comme histoire, n'empêche que pendant 10 ans, elle a eu un traitement. Donc elle a été hormonosensible en situation métastatique pendant 10 ans. Maintenant que vous êtes en train de quitter votre blouse blanche d'interne et que vous allez endosser progressivement des blouses différentes, ou pas du tout d'ailleurs, peu importe, il faut que vous vous affranchissiez des dogmes. C'est très très important. Ça vous aide à construire un raisonnement au départ, mais après il faut vous affranchir des dogmes. Parce que si vous ne vous affranchissez pas des dogmes, vous n'arriverez pas à progresser sans vouloir être prétentieux. C'est au moment où vous avez tout appris, entre guillemets, que vous devez tout remettre en question. Et ça, c'est en grande partie faux. Notre définition, elle est en grande partie fausse. Parce que c'est effectivement un continuum et que c'est plus compliqué que ça. Donc en métastatique, aujourd'hui, quand même, pareil, hein, quand on vous parle de réverseur de résistance, méfiez-vous. Le palbociclib, c'est pas du tout un réverseur de résistance. C'est totalement faux. Ça ne fait que rajouter de l'efficacité dans une situation où les patientes sont sensibles à un traitement. Mais à aucun moment, on a même entendu à Saint-Paul, hein, sans vouloir être... je ne vais pas citer de nom, des gens qui disaient on n'a qu'à commencer par un peu d'inhibiteur de l'aromatase, puis si le résultat n'est pas très bon, on rajoute du palbo après. Comme ça, pendant 2 mois, on fait, et puis s'il y a besoin, on rajoutera du palbo. Ça sort d'où, ça? Ça sort de nulle part. Il n'y a aucune démonstration. C'est pas un réverseur. C'est ce qu'on a fait pareil avec les... On a fait pareil avec les vérolimus. Hein. On nous a dit c'est un réverseur de résistance. Pourquoi? Parce qu'on avait défini la population comme résistante au départ. Et donc on avait dit comme elle est résistante, elle ne répond pas bien à l'exemestane, donc si on fait mieux, c'est que ça réverse une résistance. Non, on a défini que cette population était résistante parce qu'elle avait progressé après l'inhibiteur de l'aromatase. C'était de la résistance secondaire. Mais ce n'est pas un réverseur de résistance. En fait, ça marche quand les autres traitements marchent. Ça ne fait que rajouter de l'efficacité. Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être tout à fait honnête.
Si ce n'est que quand vous êtes dans une situation d'initiation de traitement, il faut prendre le traitement qui donne les meilleurs résultats potentiellement. Et si vous avez accès à du Palbo, il faut prendre le Palbo. Si vous avez accès à du fulvestrant et pas au Palbo, il faut peut-être donner du fulvestrant plus tôt. Voilà. Et puis il y a un dernier point qui est important que tu as mis sur ta diapositive, c'est que à la fin, quand même, une très grande majorité de ces patients vont avoir de la chimiothérapie. Et je vous rappelle que dans l'étude Bolero, les données de survie comparant everolimus exemestane versus exemestane ne sortent pas en survie globale, même s'il y a une différence de 6 mois. Et sur la discussion, parmi les 3 critères qui ont été discutés, il y a un des critères qui est qu'il y a dans le bras everolimus exemestane 20% des patientes, il y a 20% de moins de patientes qui ont eu de la chimiothérapie. Et l'hypothèse avancée par Gabriel Ortobani, c'est quand même pas le dernier des crétins dans le cancer du sein, c'est de dire, finalement, ce qui compte, quand on veut gagner en survie, il y a soit la possibilité d'avoir très clairement ciblé une voie de signalisation qui est fondamentale, c'est HER2 par exemple, mais à partir du moment où ce n'est pas du ciblage sur une voie fondamentale, c'est la succession des traitements qui apportent un bénéfice qui fait que vous avez un bénéfice en survie. Et si vous oubliez les derniers wagons, c'est pas sûr que ce que vous avez gagné au départ, vous allez le récupérer à la fin. Donc c'est pareil, à un moment donné, il y a des vraies projections à faire sur la totalité de votre stratégie. Ce qui n'est pas simple, et des fois on a des choix stratégiques qui sont de cet ordre-là, qui sont de savoir, on a une idée sur la locomotive, mais les wagons, dans quel sens on va les accrocher, on ne sait pas. Donc il faut réfléchir, c'est là qu'effectivement il y a des discussions avec les patientes, en fonction du profil de tolérance, de la tox, de la gravité de la maladie, de l'angoisse, la vôtre, celle des patients. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on a très nettement tendance, chez les patients RH+, à utiliser au maximum les traitements anti-hormonaux au départ, quand ils sont sensibles, et passer ensuite à la chimiothérapie. Juste un truc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, et voilà, si ça l'est, je veux bien le savoir. Tu nous as parlé de l'hormonothérapie prolongée sur 10 ans, tu nous as montré les 2 études positives, les 3 études négatives. Au total, est-ce que vous prolongez l'hormonothérapie pour 10 ans et si vous le faites, chez qui vous le faites? Ils n'ont pas encore 10 ans d'expérience. Elles ont reçu 5 ans d'inhibiteurs de l'aromatase. Vous continuez chez certaines ou pas? Lâchez-vous, il n'y a pas, personne n'a la réponse. C'est ni bien ni mal. Qu'est-ce que vous feriez? Si elle le tolère bien et qu'elle est justement demandeuse de... Alors, elle le tolère comme tout le monde. C'est-à-dire, on va dire, elle a quelques arthralgies, elle a 57 ans, elle est ménopausée, elle a été ménopausée juste en périménopause pendant la chimiothérapie. Tu reprends le dossier, tu dis c'est un grade 2, RH+, le KI il était à 15%, et elle avait 3 ganglions envahis. Tu avais fait une chimio à l'époque, et elle a 3 ganglions envahis, elle sort de 5 ans d'inhibiteur de l'aromatase. Mais le truc, le piège, c'est qu'il y a 5 ans, quand tu as démarré, tu lui dis bon allez, on tient le coup, c'est 5 ans de traitement et après on s'arrête. Au bout de 5 ans, elle te regarde et te dit ouais, c'est ça. Vous allez continuer longtemps à me raconter des conneries comme ça, ouais. Et dans 5 ans, vous allez me dire que c'est encore 5 ans. Donc là, tu es obligé de lui en parler, puisque tu as des données qui te disent que peut-être que ça va plus loin. Donc la première chose qu'elle te dit, elle attend les 5 ans, à 4 ans, 364 jours, elle vient de voir à 365, et elle te balance la boîte et elle te dit, ça y est, on y est. Et tu dis quoi? Je suis guéri, docteur. Ça fait 5 ans. Je suis guéri. Ça, comme dit Rémi, c'est la vraie vie. Hein. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous rentrez en consultation, c'est une nouvelle pièce de théâtre qui commence et vous avez un nouveau rôle. Hein, parce qu'à chaque patient, il faut changer de costume. Parle pas de costume en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou pas? Tu lui proposes? On lui propose. D'accord. On lui propose, on peut lui dire le bénéfice qu'on en attend. Ça, et si justement la tolérance est acceptable et qu'elle est d'accord pour participer en lui expliquant le bénéfice qu'on en attend, c'est tout gagné. Ça ne peut pas en tout cas être maléfique, à moins sur le côté ostéoporose. Mais... Ah, d'accord. Bon, même chose, elle n'a pas de ganglion envahi. Tu lui proposes? Alors, je peux t'interrompre une seconde? Mais parce que grâce à ces inhibiteurs d'aromatase, donc elle est sous biphosphonate, et en plus, elle prend un traitement parce que son cholestérol a augmenté. Elle a des statines. Elle a des statines.
commence à faire cher, ça, les statines, les biphosphonates. Les deux diminuent le risque, manifestement. Il y a des papiers récents qui disent que les statines, ça diminue la rechute, les biphosphonates aussi. Non, mais ça, il faut... alors que peut-être qu'il suffirait de tout arrêter, plus d'inhibiteurs, plus de statines. En pratique, ils n'arrêteront pas les biphosphonates. Les fromages de chèvre et de l'exercice. Mais c'est de la vraie vie aussi, ça. Non, mais par exemple, effectivement, les N0, on aurait tendance pas à leur proposer, justement. Parce qu'on estime aussi que le risque, il est quand même nettement... Mais c'est aussi orienté... ce que nous, on pense. Effectivement, c'est aussi cette notion de confiance. On est d'accord confiance. avec sa proposition. D'accord. Maintenant, elle vient de voir, elle te dit, j'ai lu dans Marie-Claire. Il y a eu un papier du docteur Salmon dans Marie-Claire qui dit que peut-être qu'il faut continuer. Et le docteur Salmon, moi j'ai lu son bouquin et franchement ça intime bien. Et là tu dis qu'est-ce qui m'emmerde le docteur Salmon. C'est quoi comme impact factor, Marie-Claire? Marie-Claire c'est 79 comme impact factor. C'est comme le Parisien, c'est le plus grand impact factor. En dehors de Marie-Claire et du Parisien, donc là il faut que tu lui répondes. Donc comment tu vas justifier on fait ou on fait pas? Parce qu'après, là aussi, on est dans la décision. Il y a une demande de sa part. Elle te dit non, mais moi finalement je supporte bien, ça me rassure de prendre mon comprimé tous les matins. Ça les rassure. Bah, faut lui expliquer qu'on n'a pas de données pour lui assurer qu'il y aura un bénéfice à la poursuite de cette hormonothérapie, que théoriquement, effectivement, on inhibe la carcinogénèse des cellules qui pourraient être une récidive. Donc pourquoi pas, enfin, d'un point de vue théorique. Après, si on lui explique qu'on n'a aucune preuve du bénéfice de cette hormonothérapie et qu'elle veut le continuer, moi ça me posera pas de souci de le prescrire. Tu as le droit de dire qu'il n'y a aucun bénéfice en survie. Tu as le droit. Encore plus pervers. Tu prends une mamie, tu vas la mettre sous inhibiteur d'aromatase parce qu'elle est en H+, et puis elle est un peu fragile, ton gériatre te dit « Ouh là là, allez-y doucement ». On a tous entendu dire que les cellules vont se mettre à échapper au bout d'1 an et demi d'inhibiteurs d'aromatase. Il y a tes cellules métastatiques qui sont parties éventuellement dans l'organisme, que tu as contrôlé avec les inhibiteurs d'aromatase. Cette année et demie où les cellules échappent, et puis les 5 ans, là, comment t'articules ça? Peut-être que ça servait juste à rien. C'est aussi une question que tu as le droit. Tu vas passer ta vie à te poser des questions. Moi, j'ai pas jamais réussi à répondre ça. Ce que je sais, c'est que mes mamies, Nolvadex autrefois, puis inhibiteurs d'aromatase maintenant, c'est vrai qu'elles se mettent à échapper si tu leur fais pas un geste loco-régional. Une radiation, ou une tumorectomie sous-locale, ou quelque chose. Elles échappent, elles reprogressent. Et alors, ces cellules métastatiques, là, pourquoi elles attendent 5 ans avant de reprogresser? C'est compliqué, ça, non? Je t'en pose des questions. Voilà. On enchaîne.